Quand une société traverse une crise, quand les choses vont mal, on cherche très souvent un coupable. C'est un réflexe quasi ancestral. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme pour comprendre comment un langage d'exclusion, au départ choquant, peut finir par s'installer et devenir complètement normal. Alors voilà notre plan de match. On va commencer par ce fameux réflexe du bouc émissaire. Ensuite, on verra comment la haine se normalise, comment son langage évolue. On jettera aussi un œil sur les leçons de l'histoire et surtout, on terminera sur les pistes pour briser ce cycle. C'est vraiment la question de départ. Quand l'économie flanche, que l'insécurité monte, ou qu'on a l'impression de perdre nos repères, la peur s'installe. Et cette peur, elle a besoin d'un visage. Alors, qui finit par porter le chapeau ? Allez, on attaque la première partie. Ce concept du bouc émissaire, ce n'est pas du tout une invention moderne. C'est un mécanisme qui traverse les âges et qui sait s'adapter à toutes les époques. Bon, un bouc émissaire, c'est quoi exactement ? C'est ce groupe de personnes qu'on va pointer du doigt, qu'on va désigner comme la source de tous les problèmes. C'est une tactique incroyablement efficace pour ne pas avoir à regarder les vraies causes en face. On concentre toute la colère, toute la frustration sur une minorité et le tout réjouit. Ok, passons à la deuxième étape qui est absolument cruciale. Comment est-ce qu'une idée vraiment haineuse, qui au début choque tout le monde, finit par devenir une opinion presque banale qu'on entend tous les jours ? Eh bien, le processus est assez insidieux. Ça commence souvent par une sorte de refrain, une petite musique qui est martelée encore et encore dans le débat public, que ce soit par des personnalités politiques ou certains médias. Et à force de l'entendre, cette idée fait son chemin dans les têtes, elle s'immisce dans les conversations. Ce glissement, il se fait généralement en 3 temps. D'abord, on prend un fait divers, un cas isolé, une simple anecdote. Ensuite, on fait une généralisation abusive, on étend ce cas unique à toute une communauté. Et enfin, troisième étape, on en tire une conclusion politique. Un simple incident devient un problème de société causé par ce groupe tout entier. Et c'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle la banalisation. Toute la force du discours ne vient pas de sa violence, mais de sa répétition. À force d'entendre une idée qui hier nous aurait fait bondir, elle devient juste une opinion parmi d'autres. Le choc du début s'efface peu à peu. Mais attention, il y a une étape encore plus grave après la banalisation, c'est l'accoutumance. C'est vraiment un poison lent. La société s'habitue tellement à l'inacceptable qu'elle ne s'indigne même plus. C'est l'indifférence qui prend le dessus. L'émotion s'éteint, la vigilance s'endort. Et c'est dans ce silence que la haine peut vraiment s'épanouir. On en arrive à notre troisième point. Parce que la haine, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme, elle se recycle. Elle change de mots pour mieux se faire accepter. La vraie question, c'est de savoir comment ce discours fait pour avoir l'air respectable. Comment il arrive à se cacher alors qu'il est juste sous nos yeux, en pleine lumière. Alors là, c'est assez fascinant. Le vieux racisme biologique, qui parlait de race inférieure, est devenu socialement inacceptable. Du coup, il a été remplacé par un racisme qu'on dit culturel. On ne dit plus « leur race est inférieure », on dit « leur culture est incompatible avec la nôtre ». Les mots changent, mais l'idée derrière, celle de créer un « eux » et un « nous », reste exactement la même. Et ce processus, il a un nom, la dédiabolisation. C'est une vraie stratégie politique, c'est calculé. Le but, c'est de rendre des idées extrêmes beaucoup plus acceptables, de les faire passer de la marge au centre du jeu. On adoucit le langage, on change un peu la cible, et voilà. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à notre quatrième partie. Parce que malheureusement, ces mécanismes ont un terrible air de déjà-vu. Ils rappellent des moments très sombres de notre histoire. Regardez attentivement ce tableau. Le parallèle est troublant. Dans les années 30, on avait une grosse crise économique, une peur du déclin, qui ont nourri un discours d'exclusion nationaliste ciblant le problème juif. Aujourd'hui, dans un climat d'instabilité et de crise identitaire, on voit ressurgir des discours assez similaires qui, cette fois, parlent d'un problème de l'islam. C'est exactement ça. On assiste à la réapparition d'un vieux poison, mais avec un nouvel emballage, plus moderne, plus présentable. Les mots ont changé, les cibles aussi parfois, mais la logique de division, elle, reste la même. Alors face à tout ça, la question c'est, on fait quoi ? Comment peut-on résister ? C'est l'objet de notre toute dernière partie. Les outils pour tenter de briser ce cycle infernal. En fait, résister, ce n'est pas un seul grand acte héroïque. C'est plutôt un état d'esprit, une vigilance de tous les instants. D'abord, et c'est la base, refuser de s'habituer. Garder sa capacité à être choqué, à s'indigner. Ensuite, toujours se poser des questions sur ce qu'on entend, ce qu'on lit. L'éducation est clé, bien sûr, pour développer son esprit critique. Et il faut s'appuyer sur la mémoire de l'histoire pour bien comprendre où ces discours peuvent mener. Et enfin, le plus important, défendre la dignité de chaque être humain, sans condition.
Et ça, il faut vraiment le marteler. S'opposer à cette banalisation de la haine, ce n'est pas être un doux rêveur. Au contraire, c'est faire preuve d'une immense lucidité sur les dangers qui nous guettent. Une société qui accepte d'exclure une partie d'elle-même est une société qui commence à s'auto-détruire. On va terminer sur cette pensée d'Albert Camus. Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance. Face à une haine qui se nourrit des peurs et de l'ignorance, notre meilleure arme, notre plus grande responsabilité, c'est la connaissance. C'est d'apprendre, d'écouter, d'essayer de comprendre. C'est peut-être la seule voie pour préserver notre humanité commune.